à tous, bienvenue dans cette quatrième édition des Zéros ont du talent, une initiative du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui vous propose de passer quelques moments de partage, d'optimisme avec de grandes personnalités de la science, des arts, des lettres, de l'entreprise, qui ont toutes un trait en commun, c'est qu'elles ont connu une enfance ou une scolarité pas facile. Certains, on pouvait les appeler des zéros, et puis elles s'en sont sorties et elles sont devenues des héros, épanouis pleinement dans leur passion, des références dans leur domaine. Ce sont aussi des entrepreneurs, des acteurs sociaux qui souhaitent rendre à la société une partie de ce qui leur a été donné. Et aujourd'hui, nous accueillons un immense artiste, Gilbert Montagnier, le Ray Charles de la francophonie, plus encore pianiste, chanteur, compositeur, vous êtes immensément populaire, vous avez rempli l'Olympia, tout le monde connaît vos tubes, The Fool dès 1971, On va s'aimer, mais vous êtes aussi, et c'est moins connu, musicien de jazz, de blues, vous n'avez peur de rien, je crois, vous avez participé à Fort Boyard, vous avez joué avec Johnny Hallyday. On va essayer de discuter ensemble de votre trajectoire, des difficultés, de l'optimisme aussi qui ne vous quitte pas. Gilbert, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous comme ça. Dites-nous un petit peu, vous êtes aveugle de naissance pratiquement? Oui, j'ai eu le plaisir d'avoir ma vision à moi depuis le départ. En fait, je dis ça sans jeu de mots du tout. Et, je suis né prématuré à 5 mois et demi. Et on m'attendait pas si tôt en fait. Et donc je suis né dans un petit appartement. Il y avait une chambre, une cuisine. Mes parents avaient déjà 3 enfants. Et quand je suis arrivé, évidemment, on avait dit à maman que j'étais un fibrome, imagine. Parce qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Et bon, on m'a transporté à l'hôpital de secteur, ils ont dit « Ah ouais, mais ça, c'est pas pour nous, mais ça respire encore. » Donc, on va l'emmener au centre de puériculture, au centre des prématurés, pardon, à Port-Royal. Et j'ai passé 3 mois et demi en couveuse. Vous pesiez 900 grammes. 950, ouais. La couveuse, c'est une petite boîte, hein, on est tout enfermé avec des tuyaux partout. Alors vous allez peut-être dire, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, ben, comment tu sais, je ne me souviens pas de ça. Mais si, j'ai vraiment eu, et il n'y a pas si longtemps que ça, beaucoup de flashs de mémoire. On pourrait d'ailleurs un jour parler de ça parce que on n'a pas pris en compte que les nourrissons, même si petits, puissent avoir des flashs comme ça. Moi, je sais que maintenant, j'ai retrouvé l'odeur des tuyaux que j'avais dans le nez. J'ai trouvé pourquoi j'aime pas entendre une valise à roulettes qui vient de loin. C'est parce que j'avais peur quand j'entendais les chariots avec les instruments. Je me disais qu'est-ce qu'ils vont me faire. Alors ça, c'est une chose effectivement qu'on ne sait pas assez, hein, c'est que la mémoire dans le cerveau s'inscrit extrêmement tôt, oui. Au 3e trimestre de la grossesse, les odeurs en particulier, tout à fait, oui. Et puis les sons, oui. En même temps le cerveau est encore très fragile à cet âge-là, ouais. Et donc vous avez une rétinopathie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le dosage adéquat d'oxygène. Donc ils ont fait comme ils ont pu, et ils ont tellement bien fait, sinon je ne serais pas là pour vous raconter. Exactement. Mais ils en ont un peu trop mis quand même. Mais à quelques millimètres près, ça aurait pu toucher d'autres centres, et là ça aurait été beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, pour moi, ma déficience visuelle n'a jamais représenté un problème. Et si ça avait été ça, je vous le dirais pareil, parce que je vais bientôt avoir 70 ans, donc je commence à me permettre d'être cash. Moi j'ai toujours été assez cash, mais je suis encore plus cash. Non, mais je me souviens, on avait discuté, moi je voulais banalement parler peut-être du handicap, et vous m'avez dit non, pas du tout, il faut parler des avantages de la cécité. Oui, et des ouvertures. En fait, est-ce que nous ne sommes pas dans un monde où il y a plein de petites portes, et il faut savoir et vouloir les ouvrir? Je ne cache pas le fait que, bien sûr, être non-voyant, c'est une déficience visuelle. J'ai une déficience, certes. Mais j'ai jamais considéré ça comme un handicap. Ça veut dire que je n'ai jamais considéré que cette déficience allait m'empêcher d'avancer dans mon enfance déjà. J'ai été aidé aussi beaucoup par le fait que mes parents ils ne connaissaient pas du tout d'ailleurs comment on fait avec quelqu'un de non-voyant. Donc comme ils ne connaissaient pas ça, ils ont dit on va l'élever comme les autres, puis voilà. Enfin comme les autres ça veut rien dire parce qu'on est tous différents et importants. Et c'est ça que je veux vous dire. Vous qui me regardez et qui nous écoutez, comprenez que
ce qui est merveilleux, c'est qu'on est tous différents et importants. Ça veut dire que vous avez votre importance et que vous n'êtes pas simplement spectateur d'une situation, mais vous avez une possibilité quand même d'être acteur et de ne pas considérer que les choses sont juste comme on vous les a présentées, mais que vous pouvez influer dans toute cette progression. C'est exactement le message des zéros ont du talent. Ça Ne tombe laissez bien. personne vous dire que vous êtes un zéro. Ah ben non, Il n'y a pas de certainement zéro. Il y a des talents divers, il y a des trajectoires diverses. Alors, votre trajectoire à vous, elle passe quand même par l'Institut national des jeunes aveugles, n'est-ce pas? L'apprentissage du braille. Ben d'abord, ça passe par, je reviens là parce que c'est très important, le jardin d'enfants. À l'époque, il n'y avait qu'un endroit à Paris où on pouvait nous accueillir en tant que déficients visuels. Et c'est ce qui est maintenant l'Institut de puériculture, qui est boulevard Brune. Et je parle du jardin d'enfants parce que l'enfance, ben, ça commence là, pour moi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus triste que les adultes qui ont oublié qu'ils ont été des enfants et que tout a commencé là. C'est des gens souvent très chiants en fait. Hein, voilà. Donc moi c'est pas ça. Vous avez été stimulé. Oui. Ah bah oui. C'était des monitrices qui n'avaient absolument pas le bouquin livré avec là non plus. Ils savaient rien du tout. Comment on fait avec un enfant non-voyant. Mais ils ont stimulé notre sens du toucher pour par exemple faire des lignes droites. Ça paraît bébête, mais bon pour nous c'était important de commencer comme ça. Et puis il y avait un piano, justement, déjà. Et on n'en jouait pas encore, parce que j'avais 3 ans. Mais la monitrice chantait une petite chanson que nous chantions avec elle à chaque arrivée d'un élève le matin. Chaque arrivée d'un élève. Donc c'était bonjour Antoine, bonjour. Et c'était merveilleux. Et ça commençait là. Donc ça a été très bien. Alors après, je suis allé à 5 ans, première école primaire, à Saint-Mandé. Là aussi, la seule école qui pouvait nous accepter en tant que non-voyants. Et là, j'ai commencé. Alors, j'ai touché pour la première fois un piano, un clavier. Et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, essayez de vous servir de vos mains vraiment et toucher un clavier. Toucher la sensualité que c'est de toucher un beau clavier de piano. Alors, faut qu'il soit propre. Alors, moi, j'aime pas quand il y a de la poussière, ça, je déteste ça. Et quand je vais au concert, je fais en sorte qu'on ait bien essuyé le clavier parce que ça m'énerve un petit peu. Ça a commencé en classe, la directrice est venue et elle a dit qui veut apprendre le piano, levez la main. Donc j'avais les mains, j'en ai levé une, donc voilà, ça a commencé là. Et la prof de piano m'a joué la gamme, tout banal. Mais après, elle m'a joué la gamme avec les harmonies. Par exemple, on pourrait imaginer... Ça change tout. Je me suis dit, ça le piano, je veux faire. Ah ouais, je veux commencer. Donc voilà, on avait beaucoup d'heures d'études, en même temps d'enseignement général et de musique. Et donc vous avez été plongé dans le langage, dans la musique, dans le toucher, et finalement vous utilisez vous-même le verbe voir, n'est-ce pas? Mais vous absolument, voyez. on ne voit pas qu'avec les yeux, on voit avec notre esprit, parce qu'avant que l'image arrive à vos yeux, ben, elle passe déjà par le cerveau et par le ressenti. Et on peut le voir par différentes modalités, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Il faut croire au possible. C'est très important de croire au possible. Parce que si vous ne croyez pas au possible, le possible ne croira pas en vous. Et ça n'avancera pas. Ça veut dire que vous avez enfin, moi je parle plutôt des déficients visuels parce que c'est ceux que je connais le mieux. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas, et je veux dire, on les a persuadés qu'ils ne voyaient pas, surtout. Dans leur famille, ah bah non, ça, tu peux pas faire ça parce que tu vois pas, tu comprends, bah oui, toi c'est pas de ta faute, tu vois pas clair et tout. Et moi j'étais super connu dans le quartier déjà, à l'âge de... moi je viens de Ménilmontant, et j'allais faire mes courses à l'âge de 7 ans à peu près. C'est pas parce que mes parents m'y obligeaient, c'est que je voulais le faire.
j'allais faire quelques courses dans un petit commerce pas loin. Et dès que je sortais avec ma canne, dans le quartier, c'était dans le 20e arrondissement, ils disaient, oh, ben voilà le petit qui voit pas clair. Donc j'étais déjà très connu. Ouais, mais vous en sortiez très bien. Ah, très bien. Et ça rejoint des études scientifiques qu'on a pu faire, parce que moi je travaille sur le cerveau, hein, Oui, Gilbert. ça m'intéresse. On a scanné des personnes non-voyantes, mais mathématiciennes. Et on pourrait penser, et beaucoup de gens nous disaient, quand on ne voit pas, on ne peut pas avoir le même accès aux objets mathématiques, il doit faire des mathématiques différentes. Pas du tout. Ce sont les mêmes régions du cerveau qui travaillent, plus une que vous avez sans doute réutilisée peut-être pour les maths, pour la musique, c'est que le cortex visuel, qui normalement devrait être dévolu à la vision, qui est au même endroit chez tout le monde, ici à l'arrière de la tête, eh bien chez les personnes aveugles se recycle et se met à faire tout à fait autre chose. La plasticité cérébrale est telle qu'il se met à faire du langage, des mathématiques. Autrement dit, et c'est un message d'optimisme des neurosciences aussi, hein, il y a une énorme plasticité qui fait qu'on peut s'adapter à des changements de modalités et néanmoins accéder, bien sûr, au même concept mathématique. Vous étiez comment en mathématiques, vous, Gilbert ? Écoutez, moi j'étais pas un élève très brillant parce que je me donnais pas trop de mal à la peine, en fait. C'était ma faute, hein. Je regrette parce que j'aurais dû beaucoup mieux travailler. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était la musique. C'est pas une excuse. Mais c'est ce qui me branchait vraiment, quoi, en fait. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que j'ai appris, et ça corrobore avec ce dont vous parlez, que dans le cortex, c'est exactement le même emplacement qu'on utilise, vous pour voir avec les yeux et nous pour lire le braille. Absolument. Et c'est extraordinaire. Oui, la même région cérébrale qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots. Elle peut prendre ses entrées visuelles, mais elle peut prendre des entrées tactiles si on apprend à lire en braille. Et le braille, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est une écriture, très belle écriture. La seule écriture sensuelle au monde. Alors je m'explique, c'est que c'est la seule écriture qui se lit à travers le toucher. Et Louis Braille, on parle de beaucoup de choses différentes, mais c'est obligé. Louis Braille est né en 1809 et mort en 1852. Et tout petit, il s'est blessé avec une aiguille de la profession de son père qui était matelassier. Et oui, parce qu'avant, on faisait les matelas. On ne les achetait pas chez machin. Ah, non, ça se faisait. Il y avait un mec qui s'appelait le matelassier, il faisait les matelas. Et donc, lui, il est tombé sur une aiguille, et ce qui lui a crevé un œil, en fait. Et puis, l'autre œil a été altéré assez rapidement. Et Louis Braille, Louis Braille, il s'est penché sur une méthode qui existait déjà, qu'utilisaient les soldats sous Napoléon, en fait, mais qu'il a peaufiné, qu'il a réorganisé. Et le braille est quelque chose de très beau. Alors, en musique, évidemment, vous avez bien compris que quand on est aveugle, on ne peut pas et jouer et regarder la partition en même temps. Ça, c'est pas possible, hein, on n'a pas le modèle en magasin. Donc tout est dans la tête. Alors, tout est d'abord par l'apprentissage de la partition, puisque nous jouons sur partition. Donc on apprend mesure par mesure. Donc il faut apprendre une mesure de main droite, après une mesure de main gauche, et en avant on continue et on continue. Donc c'est un travail mémoriel, évidemment, ce qui est assez bon pour développer justement la mémoire. Oui, alors là encore, il y a beaucoup de neurosciences, hein, et c'est intéressant parce que elles montrent toutes que apprendre de la musique tôt, ça change profondément le cerveau. Ouais, et donc votre cerveau est sûrement assez différent parce que vous avez commencé très tôt. Ça change pas seulement les aires auditives, mais ça change aussi un certain nombre de circuits qui ont beaucoup plus à voir avec l'attention, la concentration, la mémoire, le cortex préfrontal qui intervient dans beaucoup d'autres comportements. Et donc ça fait encore l'objet de recherche, mais il y a cette idée que apprendre à pratiquer un instrument de musique, ça peut se transférer dans d'autres domaines où on a aussi besoin de concentration, de ne pas se laisser distraire, etc. Ça m'intéresse beaucoup ce dont vous parlez. Et je voudrais vous expliquer que moi j'entends à 360 degrés. C'est-à-dire que là je vous parle, je sais exactement où est votre visage par l'emplacement dans l'air qu'il occupe. Et c'est ce qui me fait entendre où vous êtes. Mais j'entends aussi, il y a un truc derrière, le mur, je ne sais pas ce que c'est.
Et ça s'entend aussi. Vous faites un petit clic de temps en temps pour oui, mieux entendre? Oui, oui, comme les dauphins. Oui, c'est ça, un petit mes écho. potes. Et puis, on entend à la hauteur d'une pièce aussi, le plafond. Et ça, c'est toutes des choses qu'on m'a jamais apprises, mais c'est intrinsèque, quoi. C'est naturel. Donc la musique, oui, la musique, ça m'a beaucoup... Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, dans les écoles pour non-voyants, il y avait quand même un côté très, on va le dire, très carcéral. Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'on était dans des cellules de piano, ils appelaient ça des cellules de piano, imaginez, avec des petites grilles aux fenêtres, mais des petites grilles très, très serrées, c'était pas des barreaux, mais c'était un petit grillage comme ça. Et dans ces cellules de piano où nous étudions, en dehors des classes avec les professeurs, bien sûr, là, c'était les études solo, quoi, hein. On avait la partition, puis il fallait apprendre. Et il y avait un couloir avec, à droite, à gauche, des rangées de cabines de piano, qu'ils appelaient des cellules de piano, avec une vitre dans chaque cabine, et un surveillant voyant, évidemment, qui marchait le long de ce couloir. Et dès qu'il entendait... Alors là, ça allait très mal. Dès qu'on jouait un accord de jazz, rock and roll, soul, on était consigné. Carrément. N'importe quoi. Sauf que moi, j'avais trouvé la parade et je jouais aux surveillants toutes les chansons qu'ils voulaient entendre. Ils me foutaient la paix. Comme ça, c'était bien. Il faut se débrouiller, hein. Et donc, et on enseigne la musique convenablement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez dans les conservatoires? Et puis aussi, peut-être, est-ce qu'on tire le meilleur parti du potentiel de la musique à l'école? Dans les conservatoires, on a beaucoup progressé. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de conservatoires qui font de très bons travaux. Maintenant, dans les écoles, c'est une catastrophe. Dans les écoles, pour moi, c'est une catastrophe. Dans le sens où il n'y a souvent même pas de piano. Il n'y a même pas de... Ils en sont toujours avec la flûte en plastique, là. C'est pas possible. Je crois que ça, c'est peut-être un peu... Ça a changé. En tout cas, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont... J'espère. Les orchestres à l'école, le violon, ça, c'est merveilleux. Un violon par enfant. Mais ça, c'est merveilleux, oui. C'est un peu dur pour les parents au début, parce que j'ai fait du violon. Pendant 1 an, je me suis aperçu que j'étais très mauvais, et donc j'ai arrêté, parce que c'est très difficile. C'est tellement beau, mais ça ne supporte pas l'à peu près. Il faut que l'âme soit en adéquation avec les cordes, l'archet, et tout ça, c'est merveilleux. Mais justement, donc pour les enfants, c'est vraiment, c'est très exigeant, effectivement. Le piano aussi, bien sûr, hein. Et ça développe des capacités particulières, je pense, de concentration. Absolument. Moi, je crois que c'est bien de commencer quand on peut assez tôt, bien que j'ai rencontré des adultes à qui je parle et je les ai convaincus de commencer d'apprendre un instrument, et ça a changé beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours aussi. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Vraiment, il n'est jamais trop tard. En fait, on en revient aussi à une chose qui m'est très chère, c'est la croyance au possible. La croyance au possible. Et ça... Enfin, moi, en tout cas, dans ma réalité de déficient visuel, et non pas d'handicapé, hein, je vais expliquer que j'ai une déficience, c'est tout, quoi. J'ai toujours cru à ça. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la rue, vous devez avoir vraiment confiance en vous-même quand vous êtes seul dans la rue pour continuer à avancer. Je vais faire une confidence. Moi, quand je suis seul dans la rue, je marche beaucoup plus vite que quand je suis avec quelqu'un. Parce que moi, j'aime bien que ça... Confiance, optimisme, et puis avec l'évidence que ça a été possible, hein. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à votre scolarité, parce que il y a quand même eu un moment où vous avez souhaité rentrer dans la même école que tout le monde, enfin dans le même collège que tout le monde. Et oui. Alors là, c'était assez épique, en fait. Je me suis dit, je veux plus aller à l'INJA parce que je comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'on vit dans le même monde que vous, les voyants, qu'on soit dans une école séparée, ça me semblait complètement dingue. Donc j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé le lycée Voltaire et j'ai demandé le jour de l'inscription et on m'a dit c'est telle date, c'était un samedi. Ok.
Évidemment, j'ai surtout pas dit que j'étais non-voyant. Sinon, la porte du possible n'aurait pas été ouverte. Et c'est pas comme ça qu'on ouvre la porte du possible, c'est en l'ouvrant soi-même. Donc, le jour de l'inscription, je me suis présenté, puis ça m'amusait de ressentir la gêne du directeur, parce que c'est ça qu'ils savent pas les voyants, c'est qu'on ressent tout ce qu'ils ressentent. Donc, eux pensent que parce qu'on ne voit pas avec les yeux, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête, mais nous, on sait bien ce qu'il y a dans leur tête. Peut-être même mieux. Ouais, on peut se tromper, mais souvent on sait. Et donc le directeur me dit, jeune homme, c'est pourquoi? Alors j'étais avec ma canne, j'étais avec maman, mais je lui avais demandé de rester à l'extérieur. Je lui dis, on m'a dit que c'était aujourd'hui le jour de l'inscription. Alors, elle me dit, vous n'y pensez pas, hein? Je dis, si, c'est pour ça que je suis là, bien sûr j'y pense. Il me dit, non. Alors, aussi pour se donner très bonne conscience, il me dit, non mais remarquez, nous avons un professeur aveugle, on en est très content, fantastique, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais de là à prendre un élève, ah non, ça c'est pas possible. Je lui dis, écoutez, pourquoi pas? Il me dit, parce qu'on l'a jamais fait. Je lui dis, bien, comme ça je serai le premier. Et il me dit, mais oui, mais dans la cour de récréation, ils vont vous faire tomber, parce que c'est ça aussi une idée qu'ont les gens qui ne connaissent pas le monde de la déficience visuelle. Ils pensent que parce qu'on ne voit pas avec les yeux, on est très fragile et tout ça, qu'on ne sait pas se défendre, et tout, alors que pas du tout. Et alors je lui ai dit, écoutez, essayez-moi. Ça marche, ça marche. Et puis ça marche pas, vous m'envoyez, c'est pas grave. Voilà. Et puis il a dit OK. Et donc j'ai été le premier déficient visuel au lycée Voltaire. Alors, les élèves, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, je vais vous faire un petit truc en fait. Moi je voulais aller à ce lycée, bien sûr pour être avec les voyants, mais parce que je savais que c'était un lycée mixte et que je voulais être avec les filles. Et malheureusement, cette année, ils avaient arrêté la mixité. Quelle galère, j'ai appris ça, mais c'était trop tard, maintenant j'étais dedans, donc bon. Mais voilà, c'était une très bonne expérience, sans problème. Ça a fonctionné. Oui. Ouais, et après, le reste a suivi naturellement. Oui, parce que la musique, j'ai été musicien professionnel, j'aime pas dire ça, mais j'ai été musicien dans les orchestres à l'âge de 16 ans, où je pouvais commencer à gagner ma vie, dans les orchestres de bal. Avant, il y avait des balles, hein, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Avant les discothèques, il y avait des balles, ça veut dire, j'explique aux jeunes qui ne peuvent pas savoir. Donc, tu as une grande salle, les gens dansent, et puis il y a un orchestre avec des vrais musiciens qui jouent de la vraie musique et tout. Et puis les gens dansaient, et s'éclataient les gens à cette époque-là. Et donc, toutes les semaines, j'allais en tant que j'étais le plus jeune dans le groupe, dans l'orchestre où j'étais. Et puis voilà. Puis après, ça y est, la carrière d'école, après, les États-Unis. Oui, la carrière d'école. Je suis allé la première fois aux États-Unis parce que ma tante habitait là-bas et donc c'était extraordinaire. Et ma sœur aussi. Et j'ai fait un concours amateur. C'est pas moi qui voulais, hein, c'est ma famille. Ils m'ont dit il y a une affiche, il y a marqué Stars of Tomorrow. Hein. Ça serait bien, pourquoi tu t'inscris pas? Non, je suis en vacances et tout. Ben, finalement, je me suis laissé convaincre. Et j'ai fait un concours amateur. J'ai chanté devant quand même 5000 personnes ou 4500, un truc comme ça. Et ça a vraiment marché. Et je me suis dit, waouh! Donc ça veut dire que je pourrais peut-être essayer de faire ce dont je rêve. En fait, mon rêve, c'était pas simplement d'être devant, ou d'être, entre guillemets, vedette, comme on disait. J'aurais pu très bien être un musicien qui accompagnait un chanteur, ça ne m'aurait pas gêné du tout. Pas de problème d'ego. Et vous n'avez jamais eu le trac dans ces moments-là? Parce que c'est aussi un problème, et pour certains élèves peut-être, enfin on est timide. Dans ces moments-là, non. Mais c'est maintenant que j'ai le trac. De plus en plus. Mais ça passe. C'est juste le quart d'heure avant de monter sur scène que je suis un peu tendu. Mais après, ça va très bien. Une fois que je suis sur scène... tout va bien, normalement. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir un public fantastique qui met le feu. Comment on fait pour avoir autant de confiance en soi? Il faut y croire. Je crois en fait, c'est une bonne question qu'on m'a rarement posée. Je pense en fait qu'il ne faut pas laisser dans votre cerveau la place à la pensée qui dirait que c'est pas possible, ou que ça va pas marcher, ou que ça va pas se faire. Alors évidemment, vous pourriez me dire, ouais, mais tu dis ça, mais des fois ça marche pas. Ben oui, des fois ça marche pas, des fois tu es déçu. Et des fois tu peux être même un peu triste. Moi je suis rarement triste, mais ça peut arriver. Mais vous savez pourquoi on est triste?
c'est pour pouvoir apprécier comme ça va être merveilleux quand on va remonter. Parce qu'irrémédiablement, on remonte. Donc, il faut savoir apprécier ça, cet ascenseur qui va remonter, et comprendre que on ne doit pas rester triste longtemps, parce que c'est une perte de temps, c'est stupide. Enfin, je veux dire, bon, c'est bien aussi d'avoir des moments down, mais il faut penser au up. On fait ce qu'on peut avec son cerveau, mais nous avons des messages très proches, Gilbert, parce que moi, quand je parle des neurosciences, je dis toujours aux gens, vous savez, votre cerveau, il n'est pas figé, il va continuer de changer. Oui. Alors peut-être vous avez un deuil, peut-être vous avez échoué, Oui. mais dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez voir que les choses vont changer, et c'est presque automatique. Mais c'est exactement, et c'est normal d'avoir de la peine. Vous savez, quand on fait une carrière, on ne peut pas être gagnant tous les jours. Il y a des fois, vous enregistrez des chansons auxquelles vous croyez, des albums, et puis que ça ne fonctionne pas. Ça fait énormément de peine. Mais on ne peut pas ne pas accepter, on ne peut pas accepter simplement le succès et le triomphe. Il faut savoir accepter les échecs et les peines. Bien sûr, c'est ça un métier public. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tellement à avoir des longues carrières. Moi, ça fait 50 ans maintenant. Et Quincy Jones, vous connaissez Quincy Bien Jones, sûr. hein, l'arrangeur qui notamment travaillait pour Michael Jackson et d'autres, Ray Charles et d'autres. Quincy me disait, finalement, tu sais quoi, dans nos métiers, le plus dur, c'est les 20 premières années. Après, ça va mieux. Et c'est vrai. Si tu arrives à t'accrocher pendant 20 ans, après, ça va bien. Ça va Génial. bien. Ouais. Alors, je voudrais qu'on termine cet entretien Oui, aussi parce que sur je suis garé en double fil, je peux pas... On a le temps, mais je pensais aux forces du possible. Et les forces du possible aujourd'hui, c'est quand même aussi la technologie. Oh oui. Et je voulais qu'on parle un tout petit peu de ça J'adore. pour les non-voyants. Oui. Vous avez fait des expériences, notamment, on a la chance d'avoir ici à Paris l'Institut de la Vision, Oui. qui est fondé par José Saël. Oui, j'aime Et beaucoup. vous avez travaillé avec eux un petit peu. Quelles sont les nouvelles possibilités pour les non-voyants? Absolument. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des acteurs de la technologie qui ont cru justement au possible, notamment Steve Jobs, pour Apple. Lui, il a compris en fait qu'il fallait faire un produit accessible pour le plus grand nombre. Parce que ce sont des téléphones où ils appellent ça tactile, mais tu touches rien. Ça veut dire que c'est lisse. Je comprends pas, ça m'énerve un peu ça. Parce qu'ils appellent des écrans tactiles et on touche rien, parce qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a plus... Quand tu achètes maintenant, quand je dis tu parce que je m'adresse à chacun d'entre vous, quand tu achètes maintenant un four ou une plaque à induction, tu n'as aucun bouton, rien. Donc tu es obligé de faire le système D, de mettre des stickers pour sentir, pour savoir... là c'est plus fort, là c'est moins fort. Bon. Mais Steve Jobs, je reviens à mon sujet, il a fait donc dans les iPhones et tous les produits Apple quelque chose qui s'appelle Voice Over. Vous touchez votre écran et tout ce que vous touchez vous est vocalisé, tout simplement. Et donc, quand vous voulez entrer dans une application, au lieu de faire comme vous faites, vous les voyants, vous tapez une fois, nous on tape deux fois, c'est tout. J'ai téléchargé toutes mes applis et j'aime bien, quand je suis un geek, j'aime bien ça. Ça a changé beaucoup de choses, les ordinateurs. Ce qui a changé aussi dans la vie de tous les jours, c'est il y a maintenant une petite caméra que vous pouvez clipper sur votre branche de lunettes. Vous pouvez savoir devant quel building vous êtes. Et ça vous lit oui. ce qu'il y a devant vous, c'est ça? N'importe quel livre. Ça reconnaît les images et aussi les livres. Oui, ça. Oui, les livres, exactement. Même vous pouvez enregistrer, pour ceux qui en ont besoin, moi je m'en sers pas, mais vous pouvez enregistrer le visage de vos êtres familiers. Et donc quand la personne va approcher, on va vous dire c'est Stanislas, par exemple. D'accord. Ouais. Et donc vous êtes satisfait de l'évolution, je sais pas, en 20-30 ans de l'accessibilité pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes? Non, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Par exemple, notre maire de Paris, chère Anne, je l'aime bien en plus. Hein. Mais Paris n'est pas du tout accessible à souhait comme il le faudrait. Regardez le métro pour quelqu'un qui est sur fauteuil roulant, oublie l'affaire. Tu peux pas y aller. Et c'est n'importe quoi, parce que je veux dire, ils auraient pu imaginer à l'ouverture du métro de faire des pentes à la place des escaliers, ça aurait été très bénéfique à l'époque aux gens qui avaient des voitures à bras, ça s'appelait des petites charrettes avec les commissions, les marchands.
ça aurait servi à tout le monde. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'un changement qui est fait pour une personne handicapée, eh bien, ça sert à tout le monde. Les trottoirs abaissés. Comment on faisait avant avec les valises et tout, c'était une vraie galère. À chaque fois, je me dis, ça m'arrive quand même d'aider, et quand je tire ma valise à roulettes, je dis, comment on faisait avant les roulettes? C'est vrai, il n'y avait pas de roulettes, c'était bon. Ce message-là, on a exactement le même message au Conseil scientifique d'éducation nationale pour l'accessibilité aux enfants dyslexie, dyscalculie. Et en général, quand on trouve une pédagogie qui marche bien chez les enfants dyslexiques, ou des aménagements, ou par exemple pour les enfants dyspraxiques, aussi, ou ceux qui ont des problèmes d'attention, eh bien ça marche bien aussi pour les autres élèves. Autrement dit, on gagne, et on gagne tous, en fait, à l'accessibilité. Complètement, Stanislas. Et puis, dernier message que je voudrais vous divulguer, c'est que on vit tous dans le même monde. Nous, on veut rien de plus que ce que vous avez, mais rien de moins non plus. C'est important, ça. Et c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Ça n'est pas impossible. Je crois que c'est ça le grand message aujourd'hui. C'est la force du possible. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Que vous ayez 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 80 ans. Croyez en vous-même. C'est très, très important parce que comment voulez-vous que quelqu'un d'autre croit en vous si vous ne croyez pas en vous-même? C'est pas possible. Et alors, dernier mot, s'il y a un élève devant vous qui doute de ses possibilités, qui n'y croit plus, vous lui dites quoi? C'est normal que tu n'y crois plus parce que tu ne savais pas qu'on pouvait y croire. Maintenant, tu le sais, donc c'est une perte de temps de continuer à être sur la piste sur laquelle tu es. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer les choses d'un claquement de doigts. C'est pas des conneries ce que je te dis. C'est vrai, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que tu vas te surprendre toi-même à faire des choses auxquelles tu ne croyais pas avoir accès. Tu as toutes les possibilités. C'est ce que je dis à mes petites filles, je suis grand-père. Et je leur dis que le cerveau, c'est le plus beau des ordinateurs. Et que c'est très important d'y croire. Voilà. Merci Gilbert Montagnier, merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Really love you by the rules, for my love is sweet and free. No, don't make me play the fool for this thing you ask. Oh, it's so cool, can't you see this is me? What you ask of me is just to be your kind, someone you can lead about and surround. I make out a lot of children's puppet show. I can't I simply love you in the way I know. What I ask of you is not to turn away. Listen to the words that I'm trying to say. Our love could be a new adventure every day. Cause I love you, love you, love you, love you. Oh no, don't let me play the fool. I can really love